J'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi, ça va super, surtout que l'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui de cheveux et de discrimination au travail. Autant vous dire que ce sont deux thèmes dont je suis la spécialiste, bien malgré moi, bien sûr. Donc, je voulais faire ce sujet parce que, à l'occasion d'une proposition de loi qui a été déposée il y a quelques semaines, mais qui va être examinée à l'Assemblée nationale le 28 mars, il va s'agir de faire inscrire dans la loi, dans le code pénal, dans le code du travail et dans le code de la fonction publique, une nouvelle discrimination fondée sur l'apparence physique, ou plus précisément la discrimination capillaire. Donc je suis au taquet et autant vous dire que cette vidéo m'a beaucoup inspirée. Bon, j'entends tout de suite certains et certaines d'entre vous renchérir, me dire mais c'est vraiment une blague. Est-ce que les députés vont voter une loi concernant la discrimination capillaire? Ils n'ont que cela à faire. C'est tout à fait anecdotique. Bien, c'est anecdotique parce que vous n'êtes pas concerné, parce que vous ne le vivez certainement pas. Mais je peux vous dire que pour les personnes, hommes et femmes, qui le vivent profondément, intimement dans leur chair, au plus profond d'eux-mêmes, c'est loin, mais très loin d'être une petite affaire. De quoi parle-t-on précisément ici? Des personnes chauves? Oui, certainement. Des personnes rousses? Oui, également. Des personnes blondes? Absolument. Vous savez certainement que les personnes blondes bénéficient de préjugés absolument dépréciatifs quant à leur couleur de cheveux. Mais évidemment, ça n'est pas ça le gros du texte de loi. Ce texte vise expressément les personnes de descendance nord-africaine et africaine, on les appelle les afro-descendants, les personnes, hommes et femmes, qui ont des cheveux frisés, bouclés, ondulés, crépus. Lorsque je me suis intéressée au sujet de cette vidéo, j'ai été tellement affligée de constater qu'en France, en 2024, tellement de femmes d'origine africaine, nord-africaine, de femmes noires, de femmes métisses, de femmes arabes subissaient encore tellement les stigmates des discriminations et du racisme dans notre société. Finalement, cette proposition de loi peut de prime abord prêter à sourire, mais quand on y réfléchit bien, en définitive, elle est vraiment au cœur des enjeux d'émancipation des femmes, de casser les codes, les normes sociales, au cœur aussi du racisme systémique qui habite dans notre société. Bref, autant d'enjeux qui fondent mon engagement et qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je m'appuie notamment sur un sociologue qui a pris la parole sur France Info, qui s'appelle Jean-François Amadieu et qui se base sur des études de psychologie sociale qui révèlent que les personnes, je cite, qui ont des cheveux texturés et relâchés sont associées à des personnes moins sérieuses, moins rigoureuses, plus brouillonnes, comparées à celles qui ont des cheveux plus lisses et coiffés, quelle que soit la couleur de peau des dites personnes. Et c'est cela qui conduit à préfigurer les discriminations dans le cadre du travail, les discriminations à l'embauche, mais pas que, également en emploi. Donc, le député Olivier Servat, qui est à l'origine, qui est l'auteur de ce texte de loi, qui sera examiné, je répète, le 28 mars prochain, il s'est fondé sur des études menées aux États-Unis, là où les statistiques et les sondages ethniques sont permis, chose qui n'est pas le cas pour le moment en France. Et il s'est appuyé notamment sur une étude qui révélait que 2/3 des femmes afro-descendantes aux États-Unis changeaient leur coiffure de cheveux avant de se présenter à un entretien d'embauche. Et ce que ce député disait, c'est que pour lui, s'aplatir les cheveux, cela revient à s'aplatir soi-même. Et je suis tellement contente qu'on mette enfin ce débat sur la table dans l'espace public. J'y adhère bien sûr pleinement. Par ailleurs, les femmes, majoritairement africaines et maghrébines, en France, mais aux États-Unis donc plutôt africaines, qui ont recours à des défrisages pour les cheveux, augmentent par 4 le risque d'avoir un cancer de l'utérus par rapport à celles qui n'en utiliseraient pas.
Donc c'est tout à fait sérieux et grave, et finalement ça n'est pas drôle du tout. Est-ce que vous vous rendez compte que la France est à la traîne sur ce sujet, comparativement donc aux USA et au Royaume-Uni, qui ont déjà légiféré sur ce thème. Aux USA, aux États-Unis, on a environ 20 États qui ont adopté une loi en la matière, à défaut d'avoir encore une loi fédérale, peut-être qu'elle ne saurait tarder. Et au Royaume-Uni également, il y a une loi sur la discrimination capillaire, mais pas encore en France. Par conséquent, ce que l'on constate, c'est que les femmes racisées, celles qui subissent déjà majoritairement les discriminations, celles qui sont les plus dominées dans la société. Et je vous invite à aller voir ma vidéo « Pourquoi la société déteste les femmes maghrébines » où j'en parle longuement. Ces femmes-là sont celles qui s'engagent financièrement le plus dans les dépenses relativement à leurs cheveux, soit pour se défriser les cheveux, comme on le disait, à l'aide de produits toxiques et nocifs pour la santé, soit en arborant des mèches, des rajouts, des perruques, autant d'accoutrements qui sont très onéreux pour le portefeuille de ces femmes et qui constituent un gouffre financier pour des personnes au capital déjà très fragile, au capital financier, économique, au profil déjà très fragilisé dans notre société contemporaine. Tout cela pourquoi? Tout cela pourquoi? Pour espérer se faire accepter dans une société tellement intolérante qui n'a pas fait le travail nécessaire sur son passé colonial, parce que ces deux thèmes sont éminemment liés, et qui aboutit, in fine, à un reniement de soi-même, à une détestation de soi, de son intégrité, de son identité et de sa dignité en tant qu'être humain. Et en tant que femme avec des cheveux frisés, bouclés, ondulés, crépus, on intériorise très rapidement, dès l'enfance, qu'il va falloir changer si l'on veut se faire accepter dans le groupe social. Et je peux vous en parler parce que pour celles et ceux qui ne le savaient pas, moi-même, j'ai les cheveux crépus, naturellement. Et j'ai grandi en Provence. J'ai grandi à Nevers, dans une école maternelle puis primaire, dans laquelle j'étais la seule à avoir ces cheveux crépus. Ça m'a causé beaucoup de souffrance et beaucoup de complexes. Et mon plus grand rêve, c'était un jour, d'avoir les cheveux lisses et d'avoir les cheveux le plus plats possible. Si bien que j'ai commencé à me défriser les cheveux à l'âge de 10 ans. D'ailleurs, dans le marketing commercial, il est intéressant de relever que l'on parle souvent de cheveux difficiles, rugueux, indomptables, comme s'il fallait dompter sa propre nature de cheveux. Imaginaire qui renvoie bien sûr à celui d'un animal sauvage presque. Et donc on grandit avec tout ça. Et on intériorise l'idée que nos cheveux ne sont pas la norme, qu'ils dérangent et que par conséquent il va falloir changer. Alors, je n'en suis pas encore arrivée à un stade de mon cheminement personnel où j'assumerai de porter mes cheveux naturels, mais je pense très honnêtement que ce moment arrivera un jour. Et je suis tellement admirative des femmes et des hommes qui n'ont pas cédé, qui n'ont pas abdiqué cette nature de cheveux qui fonde leur identité, vraiment. Mais j'ai bien conscience que c'est très très difficile. Moi, vous le savez certainement, je considère que tout est politique. Et bien évidemment, la coupe de cheveux est aussi absolument politique. D'ailleurs, à cet égard, on peut relever que lors de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, les personnes qui se sont engagées contre les lois ségrégationnistes arboraient la coupe afro comme un véritable message politique et comme un instrument en faveur de leur combat politique. Et finalement, on en revient toujours au même. Les ruses, les stratégies, les subterfuges que doivent adopter les hommes et les femmes, mais plus particulièrement les femmes ici, dans cette société, afin de juste avoir le droit de vivre, juste avoir le droit d'avoir sa place dans la société, juste avoir le droit d'obtenir un emploi,
Juste cela. Ainsi, avant un entretien d'embauche, même en France, il est très fréquent que des femmes d'origine maghrébine ou africaine fassent le choix de se lisser les cheveux ou de se les attacher, espérant et ayant compris finalement que leurs cheveux allaient jouer contre elles lors d'un tel entretien. Parce que elles ont intégré le fait qu'il y aurait des coupes de cheveux jugées professionnelles et d'autres qui le seraient moins, d'autres qui seraient non professionnelles. Est-ce que vous vous rendez compte de l'aberration, de la stupidité de la société dans laquelle on vit? À tel point que nous, et je m'inclus dedans, nous avons cédé sur ce point-là. Cela n'était pas assez que ces gens et leurs ancêtres nous aient colonisés, qu'ils aient fait subir à des femmes dans nos pays d'origine tant de souffrances, des violences, des abus, parfois des viols, qu'ils aient eu à notre endroit tant de violences, qu'il faille qu'ils continuent encore aujourd'hui, qu'ils continuent encore à nous humilier, qu'ils continuent à vouloir nous rapetisser dans notre identité, dans ce qui fonde ce que nous sommes, avec notre coupe de cheveux, nos cheveux dont on a été gratifié à la naissance. Il voudrait que l'on renonce sur cela aussi. C'est donc ça, ces cheveux qui sont le fruit de notre identité, de notre histoire profonde. Et en politique, c'est aussi très intéressant de constater que lors des rares fois où une femme noire a pu avoir accès à un poste de premier plan, et je pense là évidemment à Sibeth Ndiaye, qui fut porte-parole du gouvernement lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, à partir de 2017, elle fut raillée, moquée, on lui a intimé l'ordre de changer sa coupe de cheveux parce qu'elle avait osé arborer la coupe afro. Ce que cela dit de notre société, c'est que dans un lieu de pouvoir, on n'accepte pas encore de voir une femme arborer dans l'espace public, dans la sphère publique, dans des lieux qui sont normalement réservés. Eh bien, on n'accepte pas qu'une femme arbore si dignement, si fièrement, des cheveux lâchés, des cheveux crépus, des cheveux libérés. Et c'est également le cas pour Audrey Pulvar. Lorsqu'elle officie en tant que journaliste sur iTélé, elle a été la cible de railleries, de moqueries sur sa coupe de cheveux. C'est bien qu'elle a dû même renchérir sur Twitter. Je vous mettrai le petit post qu'elle avait mis à l'époque. À l'inverse, Christine Kelly sur CNews a fait le choix de porter des cheveux très aplatis, tirés au maximum. C'est intéressant de le souligner, je crois. Et on pourrait argumenter que oui, mais dans la loi, il y a déjà 25 critères qui fondent les discriminations. Nous n'avons pas besoin d'en rajouter un énième. Et d'ailleurs, il est très difficile de prouver la discrimination à l'embauche en tant que telle devant les tribunaux. Je crois pour ma part que si, au contraire, il est fondamental de le faire. Et c'est envoyer un message fort et puissant à cette société, c'est envoyer un message fort à ces DRH qui se croient omnipotents, qui se croient tout permis, qui tous les jours reçoivent des candidats lors d'entretien d'embauche et se moquent d'eux dès lors qu'ils ont le dos tourné, sur leur apparence physique quelle qu'elle soit, sur leurs cheveux, sur leur style vestimentaire. C'est leur rappeler que non, ils ne sont pas tout-puissants, que l'on vit encore dans un état de droit et que la dignité de la personne humaine est au fondement de nos valeurs constitutionnelles. Donc, je crois que ça n'est pas anecdotique, absolument pas. Selon le journal L'Opinion, enfin, on exporterait un débat qui serait venu d'outre-Atlantique. Là encore, je ne le crois pas. Je pense fondamentalement que c'est un débat très ancré en France, parce que des milliers de femmes vivent cette problématique. Mais c'est seulement qu'elles sont invisibilisées, c'est seulement qu'elles n'ont pas la possibilité, le pouvoir, le lieu, l'espace pour apporter cette problématique sur le devant de la scène. Et à titre personnel, je me réjouis vraiment que cette proposition de loi puisse être débattue à l'Assemblée nationale. Alors je ne sais pas si elle sera votée, je vous tiendrai au courant, mais c'est déjà bien parce que cela permet d'en parler. Cela permet de visibiliser ces personnes qui vivent cela tous les jours, profondément en elles. Et on va terminer sur une note positive.
je crois finalement que, en fait, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes qui réussissent à s'affranchir de tous ces codes sociaux et qui acceptent d'être ce qu'ils ont envie d'être, qui acceptent leur nature de cheveux ou d'arborer un style qui n'est pas la convenance sociale dominante. Et j'ai envie de citer bien sûr le cas de Assa Traoré, qui mène un combat absolument formidable contre les violences policières, qui a créé le dispositif Justice, le groupement Justice pour Adama. Et Assa Traoré occupe l'espace en arborant ses cheveux crépus fièrement. Elle occupe l'espace public, vous la voyez dans toutes les interviews, avec ses magnifiques cheveux qui prennent la place. Et je crois que c'est un modèle pour toutes les femmes, vraiment. Et je la trouve tellement courageuse pour le combat qu'elle mène, bien évidemment, mais aussi pour cette force qu'elle renvoie. Et sortir des normes esthétiques que la société nous enjoint, que le groupe social dominant nous pousse à avoir, c'est aussi se redonner la force d'être soi-même, la force d'agir sur sa vie. Et ça, c'est profondément enthousiasmant. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire sur cette petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis, bien sûr dans la cordialité et dans le respect, je vous répondrai avec grand plaisir. Moi, ça m'a beaucoup plu d'aborder ce thème. Vous savez que vraiment, ce sont mes thèmes de prédilection. Bon, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye, je vous embrasse.